Au sommaire de cette nouvelle capsule enregistrée le 18 septembre 2023, je vous ai sélectionné une série d'extraits de vidéos qui traitent du sujet sensible de la crise des migrants qui submerge une nouvelle fois le sud de l'Italie à Lampedusa. Cet enjeu, vous l'imaginez bien, concerne aussi notre vie au continent ainsi que notre cher pays, la France. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de traiter une nouvelle fois ce sujet qui a par ailleurs déjà été traité sur la chaîne. Alors vous verrez qu'il y aura un focus qui sera mis sur une personnalité politique de premier plan, souvent très controversée et clivant pour ses prises de parole tranchées. Ce politicien s'était déjà présenté à la dernière présidentielle française de 2022, et vous allez voir qu'il a dit en off au cours d'une interview donnée à Brut pendant la campagne électorale ce qu'il n'a encore jamais dit à la télévision sur les véritables responsables de cette déferlante régulière de migrants sur le vieux continent. Et oui, comme disait le regretté Coluche, à la télé, on ne peut pas dire toute la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Alors je ne vous en dis pas plus sur son identité, juste un indice quand même, c'est un natif de la Vierge, signe zodiacal de la période où j'enregistre cette vidéo. Tendez bien l'oreille car ses propos viennent confirmer les assertions que nous avions déjà formulées sur cette chaîne. Ensuite, vous verrez un reportage qui sera consacré à un organisme qui est souvent à la manœuvre dans cette crise migratoire. Il s'agit de l'Open Society de George Soros qui redéploie ses activités vers l'est de l'Europe. Vous verrez que malgré les incantations de certains qui ont titré il y a quelques jours sur leur dernière capsule que le mondialisme serait en crise et qu'il serait en déclin, vous vous rendrez compte au contraire qu'il se porte malheureusement pour nous comme un charme et qu'il s'agit tout simplement d'un changement de fusil d'épaule et de stratégie du clan Soros. Vous aurez ensuite les extraits d'un débat et d'autres morceaux choisis sur la thématique des migrants, et nous finirons par un dossier spécial astro-politique sur le cas de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil de l'Italie, arrivée au pouvoir il y a maintenant un an, donc il est temps de dresser le bilan. Nous reviendrons notamment sur la trahison annoncée de cette Tsipras italienne de droite, élue sur des fausses promesses de campagne, ou plutôt propulsée par le système. Nous verrons notamment en quelques mots la stratégie utilisée tant par la femme politique que par la plutocratie qui, comme vous le savez, contrôle les médias et finance les partis politiques. Donc on verra très rapidement, on fera un balayage sur les techniques de manipulation qui sont utilisées pour parvenir à crédibiliser aux yeux de l'opinion publique et des électeurs un candidat, en l'occurrence ici une candidate, estampillée anti-système ou personnalité politique nationaliste, souverainiste et patriote, alors qu'en réalité, elle fait partie de ce qu'on appelle communément l'opposition contrôlée. Vague migratoire sur Lampedusa. Mercredi soir, entre 6 et 7 000 migrants ont accosté sur l'île. Bilan, une victime et des échauffourées. Et toujours, en toile de fond, une question face à laquelle les États européens sont divisés, l'immigration. 120 bateaux, selon la Croix-Rouge italienne, et de 6 à 7 000 clandestins à Lampedusa, au sud de l'Italie. La mer Méditerranée est à nouveau le théâtre d'un épisode migratoire et d'un drame, puisque mardi soir, un nourrisson avait trouvé la mort en mer, tombé à l'eau. L'arrivée massive et coordonnée de tous ces bateaux a d'ailleurs fait affirmer à Marine Le Pen qu'il ne pouvait s'agir que d'une action concertée. La soudaineté de l'arrivée de ces 6 à 7 000 clandestins, soit autant que le nombre d'habitants de Lampedusa, peut en effet surprendre et a surtout mené à des heurts, alors que l'île ne dispose que de 400 places dans son centre d'hébergement. Le maire de Lampedusa, Filippo Manino, a décrété l'état d'urgence dans la soirée de mercredi, état d'urgence qui existe déjà à l'échelle du pays depuis le mois d'avril. Au-delà de l'arrivée massive de migrants en quelques heures, ce sont les chiffres comparés à ceux de 2022 qui peuvent étonner. Avec près de 120 000 migrants arrivés en bateau depuis le début de l'année 2023, contre près de 65 000 l'année dernière, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, élue sous étiquette nationaliste, connaît un terrible échec sur un sujet de prédilection de sa famille politique. Le constat est cinglant. Il arrivait moins de migrants en Italie avant sa victoire aux élections. Des milliers de clandestins ont été ventilés vers d'autres villes italiennes et la situation s'était apaisée en début d'après-midi. L'épisode a aussi été l'occasion d'une passe d'armes avec l'Allemagne, qui ne veut plus recevoir de migrants en provenance d'Italie, arguant la non-application de la procédure de Dublin par Rome, procédure selon laquelle un seul État européen est responsable de la demande d'asile d'une personne ressortissante d'un État tiers. L'Italie a en effet affirmé ne plus reprendre les demandeurs d'asile que veulent lui transférer d'autres pays depuis décembre 2022, faute de capacité d'accueil. De son côté, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a estimé que le problème de la relocalisation est secondaire et que la question est d'arrêter les arrivées en Italie.
À quelques mois des élections européennes, l'incapacité d'une élue nationaliste à agir sur un sujet majeur de son programme pourrait rebuter nombre d'électeurs à se mobiliser en juin prochain. En outre, ce retour de la crise migratoire pourrait relancer le débat sur la capacité d'agir ou non sur de tels sujets pour les États membres. Il y a de l'actualité, évidemment, qui s'impose à nous. Et ces images très fortes qui nous viennent de Lampedusa, sur la côte italienne, avec 7000 arrivées de migrants en 24 heures. Au même moment. Ce sont un record absolu, 123 000 arrivées depuis le début de l'année, et une immigration qui semble incontrôlée et dont l'Europe ne veut plus et ne sait pas s'entendre surtout pour tenter de la juguler. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'il faut arrêter de dire des sottises en disant que l'Europe est débordée. L'Europe veut ça. C'est évident. Oh merde! L'Europe libérale maastrichtienne veut ça. Elle veut ça. Faut être clair. Et pourquoi elle ne fera rien? Oh, c'est con ça! Et Parce qu'elle a abandonné sa souveraineté ? Non, pas du tout. C'est parce qu'elle a estimé qu'avec Soros et quelques autres, qu'il fallait planétariser le monde, qu'il fallait détruire le prolétariat français, qu'il fallait détruire le droit du travail, qu'il fallait précariser le travail et qu'il fallait un maximum de gens pour détruire tout ça. Au même moment. Tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais ça me désole. Et puis dans le grand remplacement, et on clôt ça quand même, il y a aussi, c'est aussi l'idée d'une organisation de ce grand remplacement par des élites. Pas du tout. Ah si, quand on lit Renaud Camus, c'est ce qui est écrit. C'est pas du tout ce qu'écrit Renaud Camus. Renaud Camus dit que c'est un processus historique, démographique. J'ai lu Renaud Camus et je le connais bien. Donc voilà ce qu'il écrit. Maintenant, qu'il y ait des organismes, je vais répondre à votre question honnêtement. L'ONU a parlé de grand remplacement pour le favoriser. L'ONU. Il y a des conférences de l'ONU en faveur du remplacement de populations, c'est entre guillemets, de populations africaines, européennes par les populations africaines. C'est écrit noir sur blanc dans les résolutions de l'ONU. On m'accompagne en direct Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous, président des Patriotes, David Xavier-Vac. Là-bas, Florian Philippot, quand vous voyez ce qui est en train de se passer à Lampedusa, est-ce que vous êtes inquiet ? Comment ne pas l'être, mais c'est pas. Alors ça c'est vachement aggravé. Hein, là. 7000 en 24 heures. C'est d'ailleurs autant que la population de l'île en fait. Mais c'est pas nouveau. Et Lampedusa est une des portes d'entrée, il y en a beaucoup d'autres. Moi, ça me fait penser à toutes les promesses de Mme Meloni, Première ministre d'Italie, qui s'est fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais régler tout ça ». On lui avait dit, tant que vous restez dans ce système, puisque Mme Meloni a dit « moi, je reste dans les règles de l'Union européenne, de Schengen et de la Cour européenne des droits de l'homme ». Et bien, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les leviers. Elle n'a pas pu reprendre le contrôle de ses frontières, de sa politique migratoire, de l'expulsion. Elle ne peut rien faire, elle est bloquée dans tous les sens par les juges européens, par les lois, les directives et les traités, etc. Il se passe ce qui doit se passer dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est la trahison de ses promesses électorales, la catastrophe humanitaire et l'arrivée, évidemment, puisqu'on est dans Schengen, qui est une zone totalement ouverte, une fois qu'ils ont mis le pied en Italie, 3 mois plus tard, légalement, tous peuvent venir en France. Et beaucoup le font, parce qu'il y a des systèmes d'aide et d'hébergement, etc., qui font que ça se passe comme ça. Avec une première visite du pape François dès juillet 2013, qui a marqué tous les esprits. J'ai 3 choses à vous dire, elles sont simples. Encore ? Il faut répondre. Oui, parce que vous ne m'avez pas permis. Vous en avez fait une déjà, donc il en reste 2. Surtout que vous me coupez et puis vous perdez du temps bêtement. Merci. Plus vite. La prochaine fois que vous ferez votre émission, ce sera plus simple. En tout cas, je viens juste pour dire ce que j'ai à dire et pas davantage. Premier point, c'est que c'est une session de critique et c'est l'honneur de l'Europe de répondre avec dignité et avec les moyens qui sont les nôtres. Deuxième point, je crois que ça révèle aussi le grand mensonge de tous les démagogues populistes comme Madame Mélina qui est... Meloni, pardon. Vous voyez, j'en perds mon latin ou mon italien. Madame Meloni, qui est la présidente du Conseil italien, qui a fait campagne en disant vous allez voir ce que vous allez voir avec moi, les migrants et les flux de migrants. C'est ce que disait Florian Philippot. On voit donc l'impuissance de Madame Meloni et de tous ces pouvoirs démagogues et populistes qui n'ont que la violence des mots et aucune solution dans la réalité. L'impuissance de l'Europe a ajouté David Xavier. Non, au contraire, c'est l'Europe qui agit aujourd'hui et c'est l'Europe qui aidera Madame Meloni et c'est bien normal parce que c'est l'Italie. Non, mais attendez. Troisième point,
point, et je termine. Fais pas de monologue non plus. Essayez de répondre. Troisième point. Essayez de répondre à Troisième point, je répondrai après. Troisième point, nous avons le pape François qui vient à Marseille et vient en France. Une solution dans la réalité. La puissance de l'Europe a ajouté David Non, Xavier, au contraire, c'est l'Europe qui agit aujourd'hui et c'est l'Europe qui aidera Madame Mélanie et c'est bien normal parce que c'est l'Italie. Attendez. Troisième point, et je termine. Fais pas de monologue non plus. Essayez de répondre. Troisième point. Essayez de répondre à David Xavier. Je répondrai après. Troisième point, nous avons le pape François qui vient à Marseille et vient en France. Le pape François a été l'un des premiers à donner le discours le plus fort en disant que l'Europe ne pouvait pas rester aveugle face à ça. J'ai été choqué d'entendre Marion Maréchal dire que le pape avait tort, etc. Je rappelle à Madame Maréchal que la tradition de l'hospitalité et de l'accueil du prochain, donc c'est on accueille tout le monde. l'esprit du christianisme. Donc on accueille tout le monde. Ceux qui se revendiquent de l'esprit du Donc christianisme rompent avec le fil conducteur le plus fondamental de l'esprit du christianisme. Non, mais quand vous avez une situation de crise, pardon, moi je suis fier d'être européen et de voir des gens et de voir dans les discours du pape. Notre continent David Xavier, écoutez la réponse. Plutôt que de traiter comme d'autres pays. J'aime bien votre hypocrisie, mais quand vous choisissez les petits morceaux qui vous arrangent, quand le pape a des positions beaucoup plus conservatrices sur les aspects sociétaux, vous n'êtes pas en train de nous dire... Ça s'appelle la liberté d'esprit, monsieur. Oui, non, mais non, ça s'appelle l'hypocrisie. J'admire cette excès de piété qui est surprenant. C'est une position politique du pape humaine. Et pardon, nous avons une humanité en commun avant d'avoir une religion en commun. Très bien, très bien. Voilà. Et donc le pape, il parle au nom de l'humanité et je m'y reconnais. Donc on accueille tout le monde. Non, on accueille... On accueille tout le monde. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que je pense qu'il n'y a rien de religieux là-dedans. Je pense que c'est une juteuse affaire, cette affaire d'immigration massive, pour des gens ici. Ah oui, non, mais pas que. Des gens ici qui vont aller les employer, les exploiter à pas cher, et puis un gouvernement qui va nous faire une loi pour les régulariser. Madame Mélanie, elle fait pas que accueillir l'immigration. Ça, c'est de l'immigration clandestine. Ils sont en France, pour la pas. Madame Mélanie, elle fait pas que de l'immigration clandestine, elle a augmenté aussi l'immigration légale, comme Monsieur Macron. Les deux. Alors qu'elle avait promis l'inverse. Restons sur la France. Deux, c'est une juteuse affaire. On le dit. C'est une oui, vous avez raison. Parce qu'elle n'a pas repris le contrôle. Voilà, donc L'Union européenne veut aussi cette immigration. Dites pas qu'elle va aider Madame Mélanie. L'Union européenne, Ursula von der Leyen a fait un discours pas plus tard qu'hier au Parlement européen, avant-hier. Elle a dit on en aura encore plus parce que ça fait baisser les coûts du travail, parce que ça déstabilise les nations. C'est ça le projet, l'ADN de l'Union européenne. Monsieur Philippot, moi, Trois, c'est une. Je vous ai écouté bien longuement. 3, c'est une juteuse affaire pour les passeurs. Et c'est incroyable que personne n'en parle. Il y a eu une enquête italienne. Des juges italiens ont mené une enquête. 651 pages d'instruction judiciaire. En 2021, 3 ONG accusées par la justice italienne d'être complices d'un trafic d'êtres humains. Non, mais la justice passe son travail. Parce que ces ONG... Je dois juste dire un mot. Ces ONG sont subventionnées. Juste important. Essayons de faire des dialogues, s'il vous plaît, parce que vous faites chacun un monologue. Vous prenez la parole et vous faites tous des monologues. C'est notre argent. C'est notre argent. Vous parlez du concret. Ces ONG sont subventionnées par les communes françaises, par la mairie de Paris, par l'Union européenne, par l'État français. Alors on continue, on arrête. Rosa Méziane. Je suis pas... Je suis très gênée en fait de cette accusation sur les associatifs. C'est la justice, c'est pas moi, c'est la justice italienne. 2000 morts noyés dans la Méditerranée, je crois que c'est pas rien. Et heureusement qu'on a un certain nombre d'associations qui s'en occupent. Et je crois qu'on est parce qu'on les y pousse, madame. Parce qu'on les y pousse à y aller. Traumatisés par les images d'enfants qu'on voit mourir en fait sur les rives. Et donc on peut pas juste s'en émouvoir quand on voit une photo passer par-ci par-là. Et de l'autre côté venir accuser les associations. Je ferme cette parenthèse sur. Mais si on ne les poussait pas, il y aurait pas de gens qui se noieraient, madame, si on ne les poussait pas. Je sais que ça vous dérange ce que je dis. Non, pas du tout. C'est juste que chacun a la parole et que moi je prends le temps quand même de vous écouter, même si je suis pas d'accord avec vous. J'ai mis le coup de pied dans la fourmilière. On les pousse à aller sur la Méditerranée. Mais en fait, ce que je suis en train de vous dire, parce que ça enrichit les gens là-bas et ici. Alors on écoute Rosa Méziane. Il y a véritablement au-delà des associatifs un vrai trafic. Et on a un problème avec Frontex. On a expliqué qu'on avait renforcé Frontex et on se demande où est Frontex actuellement. Donc, vous savez, on a créé un marché commun avec l'Europe et en fait, mis à part faire du business et mettre des règles en fait commerciales, on n'est pas en capacité d'avoir une politique commune parce que chacun va dans son sens. Et aujourd'hui, l'Europe tout entière, les pays tout entiers sont en train de regarder ailleurs et ils en ont strictement rien à faire de l'Italie qui depuis plus de 10 ans, on est bien d'accord, est en train de souffrir. Et donc, il est là le vrai sujet. Moi, je ne suis pas contre l'Europe, je parle de renforcer l'Europe. Et là, vous en voulez encore plus. L'Union européenne, il y a une forme de régularisation. À un moment donné, l'Italie ne peut pas
tout prendre à son compte, mais tout, elle de la prend même pas manière tout. que la France Vous ne peut inquiétez pas pas, prendre elle prend tout pas à tout. son compte. Beaucoup viennent en France, on l'a dit. Le premier une pays, fois c'est qu'on a- Guinée, puis c'est Côte d'Ivoire, et puis c'est Tunisie. Ça, c'est les chiffres du ministère italien à Lampedusa. La provenance, c'est ça. Donc c'est Non, mais beaucoup de pays. en Guinée, Rosa Méziane, en Guinée, il y a attendez, eu plusieurs coups d'État. il existe une politique Il y a une européenne. guerre civile plus ou moins Des coups larvée. d'État, Non, mais on peut pourquoi pas Parce que faire. la Non, mais France- c'est extraordinaire. Florian Philippot. Donc, il y Non, mais- a des vrais sujets. Il y a un vrai sujet international qu'on ne pose pas. Là, l'urgence, c'est ces gens qui sont en train d'arriver sur. Et qui eux aussi D'abord fuient les la misère. discours, d'abord les discours dire mais c'est que 7000 personnes et tout, ça fait des années qu'on nous dit ça tous les jours. Donc vous savez, cumulé, ça fait des dizaines de millions. Et je n'ai pas menti, Donc je dis que nous aurons affaire. Écoutons Florian Philippot. D'accord. Ce discours, il n'est pas tenable. Voilà, il n'est pas tenable. Les gens n'en peuvent plus. Le discours de Mélanie n'est pas Non, tenable. mais Mélanie, S'il vous plaît, laissez-le parler, laissez-le elle parler. fait la même politique que vous, Mélanie. Donc arrêtez de me parler. Mélanie, elle fait la même politique que vous et Madame Le Pen ferait la même que vous demain parce qu'elle est dans la même logique européiste. Donc arrêtons avec cela. Moi, je dis simplement, nous ne pouvons plus les accueillir, mais il faut arrêter aussi, si vous voulez, là-bas. Vous savez ce qu'on a fait de catastrophique? Ça, j'en veux beaucoup à Sarkozy. Vous parlez comme ça. 2011, quand on a détruit la Libye. Vous faites quoi? Parce que monsieur Kadhafi, il avait plein de défauts. C'est pas mon copain. Mais au moins, il bloquait l'immigration illégale. On a bombardé avec l'OTAN, Sarkozy, BHL, les États-Unis. Pour le retour de Kadhafi. Pour ce sujet-là, pour ce sujet-là, c'était meilleur pour nous. Pour ce sujet-là, c'était meilleur pour eux aussi. Il se trouve qu'on a fait n'importe quoi et on a continué. Et on a continué à déstabiliser des régimes, des pays, bombarder, etc. Mais c'est la clé. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà, on arrête. Premièrement, on arrête avec l'OTAN, tout ça. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend. Moi, j'ai pas votre fatalisme. Moi, j'ai pas votre fatalisme en disant de toute façon, on va continuer. Vous voulez dépouiller la France et l'Europe? Moi, je veux qu'on quitte l'OTAN et l'Union européenne. Je suis clair. Je suis pas Madame Mélanie, moi. Moi, je mens pas aux gens. Moi, j'ai une question. Attendez. Non, je suis pas dans le fatalisme. Moi, j'ai une question aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est que va faire le gouvernement français? Il y a une réunion d'urgence. Il y a une réunion d'urgence cet après-midi avec Gérald Darmanin, qui est à 14h, je crois. Et Florian Philippot. Moi, je pense. Est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que ça va être dissuasif? Je pense que oui. C'est la seule question. Je veux dire, est-ce que ça va amener des parents à mieux tenir leurs enfants la prochaine fois et qu'on évite d'avoir des émeutiers en plus? Oui. Parce que ça, c'est quand même sacré pour eux de garder le logement social. Donc, il faut le faire, évidemment. Il y a un principe de responsabilité. Madame nous dit, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Bah, écoutez, si, il y a un principe de responsabilité parentale. Personne n'a forcé cette dame à avoir des enfants. Quand il est mineur, quand l'émeutier est majeur. On parle de mineur. L'essentiel était mineur, voire très très mineur. Deuxièmement, je vois les insoumis là qui se débattent depuis le début. D'ailleurs, ils défendent les émeutiers. J'ai pas compris leur position depuis le mois de juin. Par contre, une de leurs députées qui reste dans un logement social, comme le scandale est sorti la semaine dernière, alors qu'elle est payée plus de 7000 balles par mois, ça leur pose pas de problème. Donc franchement, là, ils auraient mieux fait de se taire. Bon, allez, un dernier mot, mais court. Votre avis en 30 secondes chacun. Pour moi, il n'y a aucun débat. Vous savez, le général de Gaulle allait à la messe, mais il ne communiait pas quand il était président de la République. C'est ce que va faire Emmanuel Macron. Mais oui, mais c'est la tradition française. Je veux dire, c'est hallucinant de faire une polémique sur rien, pour le coup. Vraiment sur rien. Moi, je suis plus choqué par... Avant d'aborder le cas de Giorgia Meloni, un mot très rapide sur le contexte astral et zodiacal durant lequel survient cette nouvelle crise migratoire. Vous avez cette déferlante migratoire qui a éclaté quelques heures seulement avant la nouvelle lune qui s'est formée en Vierge le 15 septembre dernier, 15 septembre 2023 à 3h41 heure de Paris, et qui a activé le tandem Saturne-Neptune durablement stationné dans le signe opposé et complémentaire à la Vierge, c'est-à-dire le Poisson. Saturne vient ici structurer et institutionnaliser durablement cette crise migratoire. Vous savez que Saturne, c'est la planète de la durabilité, aux côtés de Neptune, le maître des océans, tout puissant, dans le signe du Poisson, provoquant cet afflux et raz-de-marée de migrants continu. Les migrants arrivent en masse par la mer et par bateau. On retrouve le champ lexical Poisson, aquatique et poséidéen. Pour ce nouvel épisode à Lampedusa, ils sont entre 6 et 7 000, vous l'avez entendu, autant que le nombre d'habitants de l'île. Si bien que vous avez certains communicants qui parlent de submersion. Nous-mêmes, dans une précédente capsule d'ailleurs qui a disparu de YouTube, on avait parlé de tsunami, donc vous voyez qu'on n'est plus très loin. Encore une fois, un mot qui fait écho au champ lexical neptunien, poséidéen et aquatique, qui correspond bien dans le zodiaque à Neptune, surpuissant dans son domicile en Poisson. Alors Neptune, vous le savez, c'est la planète qui revêt un caractère à dimension collective et humanitaire, qui nous fait verser dans l'émotion et la tristesse lorsque des drames se produisent, comme quand vous avez au cours des traversées des gens qui se noient, ou vous avez par exemple des malheureux bébés. C'est aussi malheureusement cette émotion et notre sensibilité donc, qui est mise à rude épreuve, mais qui est aussi utilisée, qui est aussi exploitée, instrumentalisée par ceux qui organisent tout ça pour pousser les Européens à accepter d'accueillir toujours plus
de migrants au point de se sacrifier. Alors on retrouve des effets de loupe sur des drames humains, donc effectivement qui sont bien réels, pour déclencher l'état d'urgence humanitaire. Donc là on retrouve bien le caractère de l'état d'urgence avec Uranus, la planète de l'urgence dans le signe du Taureau, aux côtés de Jupiter, avec bien sûr les aides financières et matérielles donc qui sont payées aux frais du contribuable européen. Donc vous verrez d'ailleurs que ce tandem Jupiter-Uranus figure au milieu du ciel du thème de Giorgia Meloni quand on va regarder, on va faire un petit balayage sur son thème astral. Mais vous avez bien sûr les médias de propagande, et là on retrouve bien la propagande d'Uranus dans le signe du Taureau, donc qui est valable sur d'autres domaines, où on vous dira jamais qu'il y a un plan de mise en marché, notamment de l'ONU, qui est un organisme mondialiste. Alors 90 à 95% du temps, vous entendrez plutôt le son de cloche des idéologues de la société ouverte, c'est-à-dire les européistes convaincus, dans la presse et les médias mainstream qui leur appartiennent, donc ils vont vous dire qu'il faut continuer à accueillir toujours et encore plus de migrants. Et de temps en temps, vous aurez quand même un intervenant qui viendra débattre pour éreinter la politique de l'Union européenne, comme l'ont fait Michel Onfray ou Florian Philippot, donc dans les médias grand public. Mais vous allez voir, il y a une subtilité, et ça, j'aurai l'occasion de vous en parler ultérieurement. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les tenants et les aboutissants de cette crise migratoire. Ce qui est important de retenir, c'est que le flux de migrants est en constante augmentation depuis les années 2010 et surtout depuis la fin du mois d'août et le mois de septembre 2015, lorsqu'une nouvelle fois, sous un soleil en vierge et la formation du cycle de Jupiter-Neptune sur l'axe Vierge-Poisson, Angela Merkel avait ouvert les vannes en accueillant en Allemagne 1 million de migrants durant la crise syrienne. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez l'Allemagne qui ne veut plus en accueillir, sachant que vous avez l'espace Schengen. De toute façon, dès que les migrants arrivent à Ceuta ou à Lampedusa ou ailleurs, de toute façon, ils peuvent circuler librement dans l'espace Schengen. Alors, vous aviez l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel qui avait été distinguée, qui avait reçu une décoration de la part de ses maîtres en octobre 2022. Ces maîtres qui sont nichés à l'ONU, elle avait reçu le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour avoir accueilli ce million de réfugiés. Venons-en maintenant à Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil de l'Italie. Donc c'est la première femme de l'histoire de son pays à accéder à ce niveau de responsabilité étatique. Meloni est entrée en fonction le 25 septembre 2022 sous l'étiquette, bien sûr, de nationaliste, donc ce qui a fait pousser des cris d'orfraie un petit peu partout en Europe, en tout cas du côté des européistes. Par contre, forcément, ça a ravi tous les nationalistes, puisqu'elle avait fait de nombreuses promesses de campagne. Les promesses, vous le savez, ça n'engage que ceux qui y croient, et donc notamment concernant cet enjeu électoral, qui est un enjeu de prédilection de son courant politique. Elle en a fait un enjeu électoral central, donc concernant justement les migrants. Et donc pour être élue, la femme politique avait montré les muscles pendant toute la campagne des législatives pour convaincre son électorat qu'elle serait capable de régler cette question migratoire, et pour asseoir sa crédibilité et sa posture de femme politique anti-système. Giorgia Meloni a régulièrement fustigé tous les politiciens européistes favorables à l'immigration et au dogme de la société ouverte, à commencer bien sûr par les plus emblématiques d'entre eux, les plus controversés, et notamment le plus emblématique, c'est bien sûr Emmanuel Macron, le président de la République française, que le monde nous envie. Giorgia Meloni n'a pas manqué de littéralement dézinguer la politique à l'international du locataire de l'Élysée, avec des arguments en vérité bien ciselés et imparables auxquels on ne peut que souscrire quand il vous reste bien sûr un minimum de bon sens commun et surtout de sens moral, qui lui ont valu une grande popularité et suscité une immense vague d'espoir dans l'opinion publique pendant la campagne électorale, en tout cas du côté des peuples encore attachés à leur souveraineté, leur identité nationale, conscients de la fuite en avant dangereuse de l'idéologie mise en œuvre par les agents de l'Union européenne. Vous allez voir dans les séquences que je vais vous diffuser dans quelques instants qui datent de la campagne électorale de 2022, donc c'est très important aussi de garder en tête la date, parce que vous allez voir qu'il y a des propos qui font écho à ce qui se passe en ce moment. Donc vous allez voir comment ces éclats de voix contre la politique menée par Emmanuel Macron, notamment en direction du Niger, ont pu porter et séduire les électeurs lorsque la femme politique a relégué Emmanuel Macron au rang de colonialiste et d'exploiteur des richesses africaines, notamment de la filière de l'uranium, pour enrichir Orano, anciennement Areva, alors que de nombreux petits Africains, en tout cas c'est comme ça qu'elle présentait les choses, n'ont pas d'électricité. Donc là, à l'issue du discours, vous allez voir, il y a plein d'applaudissements,
Et donc les gens sont forcément conquis, ils se disent c'est un magnifique discours avec plein d'émotions, avec de la force, avec de la puissance vocale, comme un ténor ou une Castafiore. Donc effectivement, vous dites, vous avez affaire à une altermondialiste, une anti-système, une pure et dure, une nationaliste qui veut aussi donc régler la question migratoire par l'arrêt du pillage du continent africain, ou en tout cas qu'elle a l'intention de mener une politique de rééquilibrage des relations nord-sud. Vergogna. Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Loro sono molto determinati ad arrivare in Europa. Si può veramente chiudere l'Europa alla fine a persone così determinate? Allora, la ringrazio per questo servizio, perché il tema in realtà sta qui. Allora, vede Porro, diciamo il servizio alla fine dice, in pratica, bene o male, i nigerini che non hanno nulla, almeno con, diciamo, nel tentativo di organizzare questa migrazione, potevano guadagnare 2 soldi. Dall'altra parte noi abbiamo l'Europa e i nostri, diciamo, vicini, mi dia proprio un minuto, perché questo è un tema centrale, che ci vengono a fare la morale sul fatto che noi, non loro, noi dobbiamo essere accoglienti. Il primo è quello che ci fa la più grande morale di tutti, si chiama Emmanuel Macron, presidente di Francia. Insomma, dice anche lui, siete un po' vomitevoli, perché questi africani sono poveri, non hanno niente, portiamoli in Europa. Qual è il problema? Che questo racconto è falso. Il Niger è una terra ricchissima di uranio. Nel Niger c'è una multinazionale francese controllata per l'80% dallo Stato francese, che si chiama Orano, che estrae dal Niger il 30% dell'uranio che serve a far camminare le centrali nucleari francesi. Il 90% dei nigerini campa senza elettricità. Allora, la soluzione al nostro problema non è trasferire gli africani in Europa, è consentire agli africani di gestire le loro materie prime e non andarli a sfruttare, produrre nuovo colonialismo per poi mandarli in Italia. Per cui Emmanuel Macron, a noi la morale non ce la deve fare. Et vous dites même, avec le recul de l'histoire, avec le recul des événements, aujourd'hui, que marteler dans 2 discours différents datés de 2022 des critiques de la politique française sur le cas spécifique du Niger, elle est plus que prévoyante, elle est visionnaire, on peut se dire même qu'elle est extra-lucide, puisque ce pays vient juste de vivre, un an après donc sa prise de fonction, un coup d'État. Donc pas plus tard que le 26 juillet dernier, comme vous le savez, il y a eu un putsch au Niger. Et de l'autre côté du Rubicon, vous retrouvez le système médiatico-politique qui est dans son rôle et qui rappelle sans arrêt son étiquette d'extrême droite, et pour forcer le trait, contribuer à authentifier sa posture politique auprès des électeurs, auprès de son électorat. Certains éditos n'ont pas hésité à insinuer que l'ancien secrétaire d'État du gouvernement Berlusconi serait fasciste. En fait, c'est une manière de pousser l'injustice tellement loin que les gens se disent « Ah ouais, c'est scandaleux de dire qu'elle est fasciste », alors que, vous voyez, elle pointe du doigt, justement, les relents colonialistes, néocolonialistes de nos dirigeants, justement, bien sûr, qui mettent en œuvre une politique qui n'est pas décidée par eux, mais qui le font avec grand plaisir, très certainement, mais tout est décidé, bien sûr, au plus haut niveau, vous savez, qui dirige réellement le monde. Alors cette stratégie agit forcément aussi comme un repoussoir chez une partie de l'électorat, c'est-à-dire le reste des gens qui ne sont pas forcément affiliés à ces idées, et aura tendance, surtout, parce que c'est le cœur de cible qu'il vise, à parachever de convaincre son électorat
et ses nombreux sympathisants nationalistes en Italie, bien sûr, et aussi en Europe. Donc la nouvelle coqueluche de la politique transalpine était anti-système, souverainiste, et qu'elle œuvrerait une fois au pouvoir dans l'intérêt du pays qui l'a vu naître, c'est-à-dire l'Italie. Alors tout ceci, bien entendu, c'est une belle paparazzade, une commedia dell'arte, comme on dit chez nous en français, un véritable jeu de rôle, de part et d'autre, que ce soit du côté de Mélanie, comme du côté de l'Union européenne, du côté des communicants, du côté de ses adversaires politiques, du côté également, bien sûr, des médias. Donc il y a une véritable mise en scène, puisque quand vous regardez réellement à la loupe, et là c'est très important à chaque fois de retrouver la loupe, de regarder dans le détail, donc vous retrouvez le réel pédigré de Giorgia Meloni, qui est d'ailleurs assumé. Alors après, il faut aller lire les bonnes feuilles, puisque c'est écrit noir sur blanc sur certaines bonnes feuilles, comme dans un article du site Atlantico, que Madame Giorgia Meloni est avant tout une atlantiste, comme l'était son mentor Berlusconi, et comme l'était aussi de façon moins assumée cette fois-ci son prédécesseur Matteo Salvini. Alors si vous continuez la lecture de l'article d'Atlantico qui est daté du 22 octobre 2022, donc vous voyez que la membre donc, de Fratelli Italia, donc Frères d'Italie, est également une défendresse de l'aide européenne et américaine à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. En bref, vous l'avez compris, Meloni fait bien partie du sérail, elle est en aucun cas anti-système, la femme politique italienne fait partie de ce qu'on appelle communément, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'opposition contrôlée, qui est précisément propulsée par le système aux responsabilités pour permettre non seulement de faire avancer plus rapidement l'agenda globaliste et européiste, mais également de discréditer le courant patriote, le courant nationaliste et souverainiste. Alors on en a pour preuve que Meloni prépare d'ores et déjà pour son pays, l'Italie, un budget d'austérité pour 2024, donc on n'aurait pas renié Mario Draghi, son prétendu adversaire sur l'échiquier politique. On la voit en ce moment faire la cour à Ursula von der Leyen, et forcément tous les agents des forces de l'OTAN, ainsi que Zelensky du côté de l'Ukraine. Et concernant l'immigration, vous l'avez entendu dans le débrief de TV Liberté, qu'on remercie d'ailleurs au passage, donc vous pouvez d'ailleurs aller voir, parce qu'ils font souvent de très bonnes capsules. Donc on voit que depuis qu'elle a pris ses fonctions, donc il y a un an, donc le nombre de migrants a doublé. Donc vous voyez, par rapport à 2022, entre 2022 et 2023, il y a véritablement un différentiel qui est quand même conséquent. Donc là, vous avez de nouveau les chiffres qui s'affichent sur votre écran. Alors cette stratégie est maintes fois utilisée à plusieurs reprises. Je vais vous prendre qu'un seul exemple et je vais en garder d'autres pour une autre vidéo que je vous prépare. Vous allez voir, ça ne va pas être triste. Donc en 2014-2015, on en a déjà parlé en Grèce avec Alexis Tsipras, et également en 2012 avec François Hollande en France, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il était de gauche. Donc, souvenez-vous d'ailleurs, son discours du Bourget du 14 janvier 2012, « Mon ennemi, c'est la finance », une allocution qui serait aujourd'hui taxée de complotiste, surtout quand c'est bien sûr un citoyen lambda qui prononce ce type de discours sur Internet ou ailleurs, alors qu'en fait, vous avez vu qu'ils ont appliqué la même politique que leur adversaire. La seule politique qui a droit de citer dans l'Union européenne, c'est celle de la Commission européenne. Alors passons maintenant au thème astral de Giorgia Meloni, qui est née le 15 janvier 1977 à 18h30 à Rome, en Italie. Elle est donc Capricorne ascendant Lion, avec une lune Neptune en Sagittaire, un milieu du ciel dans le signe du Taureau. On remarque d'emblée que la femme politique italienne est marquée par 3 astres en Capricorne, le Soleil, Mercure et Mars. Alors le Capricorne possède des aptitudes supérieures à la moyenne pour occuper des postes qui demandent de la rigueur et une certaine technicité. Le secteur administratif ou dans les conseils d'administration, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, en font partie, ainsi que les institutions. Poussé par son ambition, c'est vrai que le Capricorne finit tôt ou tard par atteindre les sommets de la hiérarchie du secteur d'activité dans lequel il évolue. En général, c'est plutôt en fin de carrière que le 10e signe zodiaque atteint les sommets, mais dans le cas de Giorgia Meloni, on retrouve Saturne, donc qui est le maître du Capricorne, qui est la planète de la maturité et des responsabilités étatiques, mais aussi de l'ambition qui est valorisée à la cuspide de son ascendant Lion. Là, on retrouve bien l'interception entre le Soleil, maître de son ascendant Lion, en Capricorne, et Saturne, maître du Capricorne en Lion, donc il lui a permis d'accéder à ce poste à seulement 45 ans, sachant qu'au moment du scrutin, fin septembre 2022, Mars Céleste, c'est-à-dire le 2e maître du Capricorne, séjournait en Gémeaux, qui est le signe de la jeunesse. Alors on peut ajouter également la conjonction de Pluton, symbole de l'état profond, de la plutocratie, des grands argentiers, donc qui figurait en conjonction avec son soleil de naissance. Donc ça c'est quand même important, on a pu le voir d'ailleurs
au travers du thème d'Emmanuel Macron au moment de sa réélection en 2022. Alors de surcroît, on retrouve également Uranus, planète de la singularité, qui séjournait à 18 degrés du Taureau au milieu de son ciel, donc qui est le symbole de la carrière et du destin, dont la lune est justement Saturne, qui est valorisé à son ascendant, avec une conjonction quasi parfaite d'Uranus à sa Jupiter natale en Taureau, et Jupiter symbolise bien sûr le pouvoir politique et forme une harmonie avec le Capricorne, puisque Jupiter est en signe de terre du Taureau, en harmonie avec le Capricorne, qui est aussi un signe de terre. Alors, au moment de l'élection, Jupiter céleste était encore en Bélier, il était en 2022 dans le signe du Bélier, il soutenait donc son ascendant, symbole de personnalité, et bien sûr la Lune qui est très importante, puisque ça représente la popularité, donc la Lune et Neptune dans le signe du Sagittaire, donc là on avait un magnifique double trigone à son ascendant et également à sa Lune Neptune en Sagittaire, donc signe de feu, signe de feu. On retrouvait également une répétition des cycles planétaires avec le cycle Saturne-Uranus disharmonique Verseau-Taureau, donc qui fait écho avec son cycle de naissance Saturne-Uranus Lion-Scorpion. Alors ce cycle disharmonique de Saturne-Uranus peut symboliser la transgression des valeurs qui peut être assimilée à l'extrême droite, puisque vous savez que le cycle de Saturne-Uranus, ça représente en général la droite, et le cycle Saturne-Neptune, c'est plutôt la gauche. Alors on s'aperçoit que dans le thème de Giorgia Meloni, il y a aussi un cycle Saturne-Neptune, donc on retrouve bien avec le lion, donc Saturne dans le signe du lion, et on retrouve bien donc Neptune en harmonie. D'ailleurs on l'a en ce moment dans le ciel de 2023, donc Saturne-Neptune bien sûr qui figure dans le signe du Poisson. Alors le Capricorne, il est généralement réputé pour sa droiture, son honnêteté et sa fidélité à ses engagements, ici donc engagement politique, sauf que dans le cas de Giorgia Meloni, cette probité est mise à mal à plus d'un titre. Alors là vous allez voir, je vais mettre le doigt sur les différentes fragilités du thème de Giorgia Meloni, et vous allez voir que justement, donc sur cette année 2023, c'est-à-dire en ce moment, au moment où il y a cette crise migratoire, eh bien vous avez les éléments célestes qui viennent révéler, qui viennent appuyer là où ça fait mal. Tout d'abord, on disait qu'il y avait ce cycle Saturne-Uranus disharmonique, donc qui peut symboliser l'inversion des valeurs. On a suffisamment disserté là-dessus, vous vous en souvenez, ce cycle de Saturne-Uranus, donc qui inverse la réalité, donc qui inverse ici les engagements, en l'occurrence ici politiques. En plus, vous avez Jupiter, donc symbole de la politique et de la justice, donc en Taureau, donc non seulement au carré de sa Saturne natale, valorisé à son ascendant Lion, donc qui est le signe de la loyauté, puisque le Lion, c'est un signe qui est réputé pour sa loyauté, et de surcroît, on retrouve une nouvelle fois l'opposition de Jupiter à Uranus sur l'axe Taureau-Scorpion. Elle est marquée par le cycle de Jupiter-Uranus sur l'axe Scorpion-Taureau, donc là encore une fois, ça symbolise avec cette planète qui est réputée pour sa confiance, puisque Jupiter, c'est la planète de la confiance, c'est la planète de la justice. Donc là, le fait qu'on retrouve une opposition à Uranus, donc là, encore une fois, ça inverse les valeurs. En prime, on s'aperçoit que dans son thème natal, donc cette fois-ci sur l'axe cardinal, on retrouve Mercure, donc symbole de la parole publique, donc qui est dans le signe du Capricorne, escorté par Mars, et bien sûr son Soleil, qui forme un carré à Pluton, Pluton natal dans le signe de la Balance, qui est le signe de l'équilibre et de la justice. Capricornienne, Meloni, vous l'avez entendu, a été capable d'asséner des vérités en direction du comportement d'Emmanuel Macron et de sa politique à l'international, mais avec le Capricorne, signe du détail, il faut regarder à la loupe, puisque vous avez le diable qui se cache dans les détails. Ici, les détails sont nichés chez Pluton, le maître du Scorpion, en disharmonie, donc en disharmonie à la naissance, puisque Pluton forme cette disharmonie, qui dévoie finalement les qualités Capricorne, donc d'honnêteté, qui sublime ici plutôt le sens du calcul, l'ambition du Capricorne, en le transformant en soif du pouvoir, puisque l'ambition, avoir de l'ambition, c'est une qualité, bien sûr, il faut avoir de l'ambition dans la vie, mais là, avec cette disharmonie, en plus, qui est appuyée, on va le voir dans quelques instants, par les éléments célestes du moment, ça transforme cette ambition en soif du pouvoir absolu, et donc là, on retrouve plutôt les techniques de manipulation, puisque le Capricorne, c'est un fin technicien, et là, on retrouve plutôt les techniques de manipulation et de diversion pour atteindre son objectif. Alors, elle atteint son objectif personnel, mais qui correspond à l'objectif du système, puisque le Capricorne, c'est un signe très corporate, c'est le signe de l'establishment, c'est le signe des structures, donc ça veut dire qu'elle s'insère bien dans les structures, et donc elle est bien la candidate du système.
Alors pour couronner le tout, quand vous prenez le thème de l'élection, on retrouve une disharmonie entre Mars et Neptune, donc, puisque Mars figurait dans le signe du Gémeaux, en disharmonie avec Neptune dans le signe du Poisson, et avec les planètes en Vierge, donc qui active donc la disharmonie, sa disharmonie de naissance, si vous voulez, entre Lune-Neptune en Sagittaire et Vénus qui est dans le signe du Poisson. Ça veut dire que dès le début, il y avait cette duplicité qu'on retrouve chez le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe de communication, donc Mars dans le signe du Gémeaux, mais en disharmonie avec Neptune. Donc là, on retrouve encore une fois l'escroquerie, on retrouve la duplicité si on se met du côté de l'axe du signe du Gémeaux. Et donc au moment où vous avez donc cette nouvelle lune avec cette crise, on commence à voir le poteau rose qui se révèle petit à petit à la faveur donc de cette fameuse crise des migrants. On retrouve bien la valorisation de l'axe en signe mutable, c'est-à-dire Poisson, Vierge. Donc là, il faut revoir tout ce qu'on a vu au début de la vidéo. Dans le thème de Giorgia Meloni, on retrouve Saturne et Neptune céleste, donc qui tombent en Poisson dans sa maison 8, symbole de la crise ici migratoire, puisque Neptune, c'est ce qu'on expliquait, c'est ce qu'on rappelait du moins, donc symbolise effectivement donc les migrants. Saturne vient structurer, donc effectivement vient enraciner ce problème migratoire, et donc on retrouve aussi la révélation des secrets cachés, en tout cas qui commencent à se révéler si on y porte bien entendu de l'attention. Donc là on retrouve bien la maison 8 qui symbolise à la fois les crises mais aussi les secrets. Là on retrouve Mars céleste et Pluton céleste donc sur l'axe cardinal Balance Capricorne, donc qui prennent en sandwich justement donc le point de fragilité dont on a parlé, c'est-à-dire ce carré de naissance, Mercure à Pluton, donc Mercure carré disharmonique à Pluton, donc c'est-à-dire Mercure en Capricorne au carré de la Balance. Donc là on retrouve bien Mars et Pluton donc qui serrent leur étau en fait, et donc qui mettent en évidence, qui révèlent le début de la supercherie. Et pour finir, vous avez cette fois-ci sur l'axe fixe, Jupiter céleste de 2023 qui fait son retour comme à la naissance donc de Giorgia Meloni, c'est-à-dire en Taureau, au milieu de son ciel, et active Uranus forcément, puisque vous avez Uranus qui est dans le signe du Taureau depuis un petit moment, et on retrouve Vénus, le maître du Taureau, qui trône en ce moment encore dans le signe du Lion, sur son ascendant, et donc là on retrouve ce point de fragilité dont on a parlé à l'instant, Jupitero-Saturnien donc en disharmonie, donc qui symbolise le manque d'honnêteté, donc qui est patent et qui est mis en exergue. Alors si vous observez ensuite Meloni, par rapport à Emmanuel Macron, qu'elle a beaucoup fustigé, en fait, ils ont pas mal de points communs, notamment sur le plan astral. Déjà, ils sont nés la même année, en 1977. En plus, donc, on retrouve la Lune en Sagittaire de Giorgia Meloni, donc qui est forcément en harmonie avec le Soleil, avec tous les éléments célestes, et le milieu du ciel de Emmanuel Macron, donc qui tombe en Sagittaire, en tout cas qui commence dans la racine, commence en Scorpion, mais qui s'étend sur le Sagittaire. On retrouve également le Soleil de Giorgia Meloni, donc qui est à la fin du signe du Capricorne, pile poil sur l'ascendant d'Emmanuel Macron, qui est situé à la fin du signe du Capricorne, autour des 28 degrés. Pour les plus passionnés d'entre vous, si vous le désirez, vous pourrez également aller comparer le thème de l'indépendance des États-Unis. Donc vous verrez, puisque les États-Unis, c'est quand même la plateforme de l'atlantisme. Bien sûr, on pourrait prendre également le thème de l'OTAN, mais si on prend celui des États-Unis, vous verrez qu'il y a énormément de similitudes entre le thème de Giorgia Meloni. En tout cas, vous verrez qu'il y a des points de contact, des atomes crochus, notamment Lune-Neptune en Sagittaire, qui encadre la cuspide de l'ascendant donc du thème américain du 4 juillet 1776 à 16h50 à Philadelphie, qui est situé autour de 8 degrés. Et on retrouve également Pluton, du thème des USA de 1776, donc qui tombe à la fin du signe du Capricorne, c'est-à-dire à 27 degrés du signe du Capricorne, en conjonction quasi parfaite à 2 degrés, avec un orbe de 2 degrés seulement, avec le soleil de Giorgia Meloni. Défense de l'immigration, des lubies LGBT et du progressisme sous toutes ses formes, la fondation Open Society de George Soros a étendu ses tentacules sur le vieux continent. Elle pourrait cependant bientôt se désengager dans la partie occidentale de l'Europe. Sous couvert de grande inquiétude pour l'avenir de la démocratie, de nombreuses ONG européennes sont toujours sous le choc de l'annonce du retrait de l'Open Society Foundation d'une partie des pays européens, à commencer parce que c'est leur gagne-pain. Et dans ces milieux, la défense de la démocratie, des droits de l'homme, des migrants ou des LGBT est souvent menacée lorsque l'on touche à la caisse de ceux qui vivent de façon non philanthropique de cette activité. En clair et en langage populaire, touche pas au Grisby. Sauf que voilà, le successeur de l'empire de George Soros,
qui n'est autre que son propre fils Alexander, a décidé de redéployer géographiquement les activités de l'Open Society. C'est ainsi que désormais, la plupart des agences ouest-européennes de l'Empire Soros seront fermées, tandis que les fonds seront désormais alloués aux activités en Ukraine, en Moldavie, dans les Balkans ou encore à destination des populations roms. L'Empire Soros se réorganise alors que le père passe la main au fils. La dynastie, en tout cas, garde les rênes de cet empire que représentent les fondations, la fondation pour la société ouverte. Mais ça va avec un nouveau souverain à cet empire. Il y a une nouvelle stratégie, il y a une réorganisation en fait pour se mettre à la page. Ce n'est rien de plus qu'une mise à jour. Une mise à jour qui en réalité, évidemment, en premier lieu pourrait paraître satisfaisante pour tous ceux qui s'opposent aux actions nombreuses et très sérieuses de ces réseaux, de cette fondation. Mais en réalité, si on y regarde de plus près, c'est presque inquiétant. En fait, c'est un signe inquiétant en tout cas, parce que le fait que, avec Alexandre Soros, les réseaux des sociétés ouvertes quittent en fait concrètement l'Europe de l'Ouest, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, parce que les fonds sont toujours disponibles, mais ça veut dire qu'en fait, ils considèrent qu'il n'y a plus besoin d'être présent, il n'y a plus besoin d'être actif dans ces régions-là. Autrement dit, leurs objectifs sont atteints. C'est en tout cas une grille de lecture qu'on peut avoir et qui amène à s'interroger pourquoi ils continuent maintenant leurs activités ailleurs, pourquoi ils annoncent et prévoient de se redéployer ailleurs, notamment aux périphéries de l'Europe, dans ces zones qui ne sont pas ou peu intégrées à l'Union européenne ou qui aspirent à l'être, des zones où il y a encore des orientations politiques qui peuvent être contraires à la société ouverte, et aussi des endroits où les gens ont des mœurs beaucoup plus conservatrices. Donc en fait, ce travail de sape continue, simplement il continue là où il est nécessaire pour amener la société ouverte. La concentration de fonds sur les Roms soulève également des interrogations. Ces populations, fortement présentes en Europe orientale, vivent culturellement en marge des sociétés et sont restées souvent assez traditionnelles. Toutefois, les plus jeunes générations de Roms sont fortement influencées par la modernité, ce qui opère de fait un rapprochement culturel avec la jeunesse autochtone de ces pays. Dès lors, certains pourraient avoir l'idée de déstabiliser certains gouvernements de ces pays sur fond de lutte censément antiraciste, en embrigadant autour d'une communication bien rodée quelques jeunes gens issus de la communauté rome. Ou peut-être s'agit-il aussi de faire tomber les derniers bastions de traditionnalisme de ces populations. Par ailleurs, le concept même de société ouverte et de transparence, qui était censé être la base philosophique des activités de la Fondation Soros, a été largement remis en question depuis plusieurs années, sans d'ailleurs que cela ne dérange les militants et les salariés de la galaxie Soros. Le Covid en a été un bon exemple, entre fermeture tout court d'une part, discrimination, mais aussi grande opacité sur les contrats d'achat de vaccins. Si on y réfléchit encore, on peut aussi quand même s'interroger sur l'évolution de la situation par rapport à justement la société ouverte qui prône entre autres la transparence. Il y a un site que tous ceux qui s'intéressent à la politique européenne connaissaient bien, c'est votewatch.eu. C'était donc un site qui permettait de manière très claire d'accéder à tous les résultats de vote, député par député, vote par vote. C'était très clair, très lisible, et c'était une création, fondation de l'Open Society, que nous-mêmes utilisions régulièrement, et c'est un outil formidable. Ce site a arrêté de fonctionner. C'est un signe à une époque où, en fait, paradoxalement, maintenant que le travail de sape a été fait pour détruire les éléments traditionnels de la société, ce qu'ils appellent la société ouverte, donc en détruisant les concepts de nation, de famille, de religion, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une forme d'autoritarisme libéral-libertaire qui se met en place et où la transparence, en réalité, n'a plus vraiment lieu d'être. Alors on pourrait dire que c'est un peu extrapolé, c'est un peu trop de dire juste à cause d'un site, mais je le prends comme un signe. Et à côté de ça, on voit beaucoup d'autres signes au niveau des États, puisqu'il ne faut pas non plus croire que les fondations de la société ouverte peuvent agir sans être en bonne entente, en bonne intelligence avec les différents États. Donc je crois qu'on va dans une direction qui est assez inquiétante.
Enfin, le retrait des fondations Soros devrait également attrister ceux qui, parmi les populistes, avaient bâti une grande partie de leur communication politique sur une opposition, au demeurant principalement verbale, au réseau Soros, qui était devenu un bouc émissaire un peu facile, résumant toute une série de phénomènes jugés négativement à l'action quasi magique d'un seul homme. Cette fois-ci, plus d'échappatoire possible. Ceux qui voudront faire mine de s'opposer aux phénomènes contemporains de la modernité et de la globalisation seront contraints de faire un peu plus d'efforts et de mettre à jour leur communication.